Elle avait l'habitude d'être invisible, juste une serveuse de plus, dans un océan de nappes blanches et de vins coûteux. Mais ce soir-là, quand un homme riche l'a interpellée devant tout le monde, se moquant de sa voix, la mettant au défi de jouer du piano à queue, quelque chose a changé. Il s'attendait à une plaisanterie, un échec, de quoi rire. Mais lorsque ses doigts ont effleuré les touches, la salle entière s'est tue. Et à cet instant, ce qui devait l'humilier est devenu quelque chose d'inoubliable. Parce que parfois, ce que les gens ignorent le plus portent en eux le son qui ébranle le monde. C'était un vendredi soir au Somptueux, l'un de ces restaurants chics et huppés du centre de Paris, où la nourriture coûte plus cher que le loyer de la plupart des gens. Amélie Dubois se déplaçait entre les tables avec la précision silencieuse de quelqu'un qui savait comment disparaître. Elle souriait poliment, débarrassait les assiettes, remplissait les verres et chantonnait doucement pour elle-même quand personne n'écoutait. Sauf que quelqu'un écoutait. Antoine Blanchard, un magnate de l'immobilier plus connu pour son ego que pour ses investissements, était assis à la table du coin, s'ennuyant à mourir. Ses yeux se fixèrent sur Amélie alors qu'elle passait, fredonnant un vieil air de gospel à voix basse. Il claqua des doigts. « Vous chantez, ma belle ?» dit-il, assez fort pour que la moitié de la salle l'entende. « Pourquoi ne nous feriez-vous pas une petite démonstration ?» Amélie se figea, ne sachant si elle devait s'éloigner ou répondre. Mais Antoine n'avait pas fini. « Il y a un piano juste là. Allez-y, divertissez-nous, » ricana-t-il, suffisant. À moins que tout ce fredonnement ne soit que du bruit. Un silence tomba sur la salle à manger. Les regards se tournèrent. Quelqu'un murmura son nom. Les mains tremblantes, Amélie s'avança vers le piano. Et alors qu'elle s'asseyait, même elle n'aurait pu imaginer ce qui allait se passer. Avant d'entendre ce qui a laissé toute une salle sans voix, abonnez-vous et activez la cloche. Ce sont les histoires qu'on ne raconte pas, celles qui vous marquent. Ne manquez pas ce qui va suivre. Rejoignez une communauté qui ressent chaque note, chaque silence, chaque combat pour se faire entendre. Amélie Dubois était née dans un quartier populaire de Paris, où les trottoirs étaient fissurés comme l'avenir des enfants qui y couraient. Sa mère, Sophie, cumulait 2 emplois de femme de ménage, parfois 3. Juste pour payer les factures et avoir de quoi manger. Amélie n'avait jamais connu son père, et à 10 ans, elle savait déjà plier le linge, cuire le riz et fermer la porte à clé derrière sa mère quand celle-ci partait avant l'aube. Mais il y avait autre chose dans sa vie, quelque chose qui faisait s'évanouir tout le bruit, la musique. Dans la vieille église du quartier, il y avait un piano usé avec une touche de sol cassée. C'est là qu'Amélie apprit à jouer pour la première fois. Elle ne reçut pas de cours officiels, elle observait les membres plus âgés de la chorale, copiait leurs mains et s'entraînait jusqu'à ce que ses doigts saignent. L'instrument était vieux, mais il chantait pour elle. Dès qu'elle s'asseyait, le monde semblait juste. À 16 ans, les gens lui disaient qu'elle avait quelque chose de spécial. Une sorte d'âme dans son jeu qui ne s'enseignait pas. Elle rêvait d'être pianiste classique, de scène, de symphonie, d'une échappatoire. Mais les rêves, avait-elle appris, ne rentrent pas toujours dans les comptes en banque. Elle fut admise au Conservatoire national supérieur de musique de Paris avec une bourse partielle, mais le transport, les livres et les frais de subsistance quotidiens étaient une autre histoire. Pourtant, elle essaya. Pendant 2 ans, elle se leva à l'aube, prit 2 bus et travailla à temps partiel juste pour rester dans le programme. La musique était tout, sa seule lumière. Mais tout le monde ne voyait pas sa lumière. À l'école, elle se sentait comme une ombre. Entourée d'enfants riches avec des professeurs particuliers et des pianos à queue chez eux, Amélie était l'anomalie, la fille pauvre aux doigts calleux et aux chaussures de friperie. Elle souriait malgré tout, faisait semblant que ça ne piquait pas quand elle entendait les chuchotements, quand les professeurs l'ignoraient, quand ses prestations étaient sautées lors des récitals. Finalement, elle dut partir. L'argent manqua, sa mère tomba malade, la réalité l'emporta. Maintenant, à 29 ans, elle servait aux tables du Somptueux, portant un sourire d'emprunt et gardant sa musique enfouie au plus profond d'elle-même. Mais parfois, quand personne n'écoutait, elle s'échappait. Juste un peu. Et ce petit peu suffit pour qu'un homme comme Antoine Blanchard la remarque. Avant,
le somptueux, avant le silence. Il n'y avait que le rêve. Amélie n'aimait pas seulement la musique, elle en avait besoin. Quand elle jouait, c'était comme si elle parlait une langue que personne ne pouvait interrompre. Ses doigts racontaient des histoires de douleur, d'espoir et de résistance. Le piano de l'église avait été son premier amour, mais ce à quoi elle aspirait vraiment, c'était un Steinway dans une salle de concert, un public silencieux de respect et son nom sur les programmes aux côtés de Beethoven, Chopin et Debussy. Lorsqu'elle reçut l'appel du Conservatoire national supérieur de musique de Paris lui annonçant son admission, bourse partielle, elle courut vers sa mère, sanglotant de joie. Sophie la serra fort dans ses bras, murmurant « Tu es née pour plus que la lutte, ma chérie ». Ce ne fut pas facile. Rien ne l'avait jamais été, mais Amélie était habituée aux emplois du temps serrés et au portefeuille encore plus serré. Elle jonglait entre les cours et un travail de serveuse dans un bistrot qui payait en pourboire et en reste. Ses matinées commençaient dans le noir. Ses nuits se terminaient avec les pieds endoloris et les mains couvertes d'ampoules. Et pourtant, elle s'entraînait. Les longues soirées dans les salles de répétition du conservatoire étaient sacrées. Elle fermait les yeux, appuyait sur les touches et laissait la musique la transporter. Pendant ces heures fugaces, elle y croyait, que peut-être, juste peut-être, elle avait sa place là-bas. Il y eut des moments qui lui donnèrent de l'espoir. Un professeur s'arrêta un jour devant sa porte, écoutant. Un camarade de classe murmura que son jeu leur donnait la chair de poule. Une petite représentation dans un centre communautaire émut le public aux larmes. Amélie gardait ces moments dans son cœur comme une armure, mais pour chaque étincelle, il y avait une ombre. L'école était prestigieuse, et elle était une invitée. La plupart de ses camarades venaient de familles aisées, cours particuliers depuis l'enfance, parents qui finançaient des salles de musique chez eux. Amélie était l'étrangère, toujours 5 pas derrière, prouvant constamment qu'elle méritait sa place. Elle travaillait plus dur que n'importe qui, mais l'effort ne se traduisait pas toujours par le respect. Quand elle auditionna pour un solo au récital d'hiver, elle y mit tout son cœur. Des heures de pratique, des nuits blanches, un morceau si personnel qu'il ressemblait à une prière, mais son nom n'apparut pas sur la liste. L'étudiant qui obtint le solo, un garçon dont les doigts trébuchaient et qui admit qu'il ne le voulait même pas. Amélie ne dit rien. Elle sourit, applaudit, fit semblant que ça ne faisait pas mal, parce qu'elle avait encore de l'espoir, croyait encore qu'un jour, son talent parlerait plus fort que ses origines, que le monde l'entendrait et enfin, la verrait. La déception du récital la blessa plus profondément qu'Amélie ne l'admettait, même à elle-même, mais ce ne fut pas suffisant pour la faire abandonner. Pas encore. Elle retourna dans les salles de répétition, garda la tête basse, se dit qu'elle leur prouverait le contraire la prochaine fois, que le talent devait finir par gagner. Mais ensuite vint le concert de printemps. C'était le plus grand événement de l'année. Les invitations étaient envoyées aux donateurs, aux mécènes et à la presse locale. Être sélectionné signifiait de la visibilité, une opportunité, un coup de projecteur. Amélie travailla plus dur que jamais, choisissant un morceau qui mariait la structure classique à des accents gospel. C'était ses racines et sa formation cousues en musique. Quand elle soumit son audition, ses mains tremblaient. Elle savait ce qui était en jeu. Elle ne fut pas retenue. Aucune explication. Aucun retour. Juste un autre refus poli délivré dans un email groupé. Elle attendit après le cours pour parler avec le directeur du concert, le professeur Aubert, un homme connu pour ses exigences. Quand elle demanda, il ne leva pas les yeux de ses papiers. « Votre jeu manque de raffinement, dit-il sèchement. La passion n'est pas la précision. » Amélie acquiesça lentement, le cœur brisé. Elle voulait crier « Avez-vous seulement écouté ?» Mais elle ne le fit pas. Cette nuit-là, elle resta tard, jouant seule dans la salle de récital vide. Chaque note saignait de la question « Que puis-je donner de plus ?» Puis vint le coup de grâce. À la fin du semestre, le conservatoire envoya une lettre.
En raison de frais impayés et de répétitions manquées causées par son emploi du temps de travail, son inscription serait suspendue à moins qu'elle ne paie 1200 € dans les 2 semaines. Amélie regarda le papier en silence. Elle avait 62 € sur son compte. Elle tenta tout, appela le service financier, supplia pour un délai, fit des doubles services au bistrot, vendit même son clavier. Pourtant, ce n'était pas suffisant. Le dernier jour pour payer, elle se rendit au bureau des inscriptions, fit la queue et se désinscrivit discrètement. Elle ne le dit à personne. Partit, tout simplement. Le lendemain matin, elle n'alla pas en cours. Elle alla travailler. Le tablier lui semblait plus lourd que d'habitude, son sourire plus creux. Et d'un coup, le rêve auquel elle s'était accrochée de toutes ses forces avait disparu. Elle se dit que c'était temporaire, qu'elle reviendrait un jour. Mais au fond d'elle, elle le savait, quelque chose s'était brisé. Pas seulement son esprit, mais sa conviction que le monde permettrait un jour à quelqu'un comme elle de s'élever. Les semaines après qu'Amélie eut quitté le conservatoire se confondirent comme un smog gris. Les matins commençaient en silence. Pas de réveil, pas de précipitation, pas de piano. Juste le bourdonnement lointain d'une ville qui se fichait qu'elle joue ou non. Elle prit des services supplémentaires au somptueux. Le loyer était dû et la santé de sa mère avait commencé à décliner. Sophie était oublieuse, fatiguée tout le temps, se plaignant de maux de tête et de faiblesse. Elle ne pouvait pas se permettre un vrai médecin, mais Amélie savait que quelque chose n'allait pas. Quand le diagnostic tomba, un léger AVC, le monde bascula. Amélie passait ses matinées à aider sa mère dans les tâches de base et ses soirées à feindre la gaieté en servant des cocktails de crevettes à des hommes en costume de marque. Ses rêves lui semblaient appartenir à quelqu'un d'autre maintenant, à une fille stupide qu'elle avait été. La musique, c'était un luxe, et Amélie n'avait plus de place pour les luxes. Au somptueux, elle devint partie intégrante du mobilier, efficace, silencieuse, invisible. Les clients ne lui demandaient pas son nom. Ils la regardaient comme si elle était transparente. Certains la prenaient même pour une employée de ménage. Elle souriait quand même, souriait toujours. Mais quand elle rentrait chez elle et fermait la porte derrière elle, le poids s'effondrait. Il y avait des nuits où elle s'asseyait par terre, dans le minuscule salon, des écouteurs sur les oreilles, écoutant les enregistrements qu'elle avait faits quand elle y croyait encore. Chopin, Debussy, un peu de gospel. Ses doigts tressaillaient en souvenir, brûlant de jouer, mais il n'y avait plus de clavier. Elle l'avait vendu pour faire les courses. Et donc, elle écoutait et pleurait, silencieusement, pour que sa mère ne l'entende pas. Certains soirs, elle s'asseyait sur les marches de derrière, chantonnant à voix basse, juste assez pour sentir quelque chose remuer dans sa poitrine. Mais même cela lui faisait peur. Et si l'espoir revenait? Et s'il la faisait croire à nouveau? Seulement pour le perdre, mieux valait le garder enfoui. Le point le plus bas survint 3 mois après son départ du conservatoire. Elle débarrassait les tables tard un soir, quand un visage familier entra. Julien Fournier, un ancien camarade de classe. Il était avec un groupe d'amis bien habillés, riant bruyamment. Il ne la reconnut pas au début, mais quand il le fit, ses yeux s'écarquillèrent. « Amélie, ouah, je ne savais pas que tu travaillais ici. » Elle se figea. « Oui, juste à temps partiel. » Il acquiesça, gêné. « J'ai vu ton nom sur la liste des désinscrits. Je pensais, je ne sais pas, tu avais un vrai talent. »« Ah, merci, » dit-elle rapidement, forçant un sourire. « Bonne soirée. » Il laissa un pourboire de 20 €, et cela ressembla à un bouquet funéraire. Cette nuit-là, Amélie s'assit sur son lit et regarda ses mains, les mêmes mains qui avaient autrefois fait pleurer les gens avec une seule note, maintenant utilisées pour porter des plateaux et frotter des taches de vin. Elle les haïssait. Elle se haïssait d'avoir abandonné. Mais plus que tout, elle haïssait que personne ne se soit battu pour elle, que le talent seul ne suffisait pas, qu'être doué, vraiment doué, ne signifiait rien quand on venait de rien. Elle commença à croire ce qu'ils avaient insinué depuis le début. Elle n'avait pas sa place, la musique ne l'avait pas quittée, mais elle s'en était éloignée. Et maintenant, elle n'était pas sûre de pouvoir un jour retrouver son chemin. Si une partie de cette histoire vous rappelle votre propre parcours, d'avoir été négligé,
réduite au silence, ou de vous être battu pour retrouver votre voix? Laissez un commentaire ci-dessous. Et si son courage vous émeut, ne serait-ce qu'un peu, appuyez sur le bouton « J'aime ». Parfois, un simple geste dit « Je te vois, je suis passé par là aussi ». C'est arrivé un mardi après-midi tranquille. Amélie nettoyait le bar, fredonnant doucement, à peine un murmure, un vieil hymne que sa mère chantait en pliant le linge. Elle pensait que personne n'était là. La plupart des tables étaient vides. Le tintement des verres, le faible murmure de la cuisine, juste un autre jour, jusqu'à ce qu'elle entende quelqu'un se racler la gorge. Elle se retourna et le vit. Un homme plus âgé assis seul à une table d'angle, vêtu d'une veste en tweed usée. Il semblait déplacé parmi les costumes chers et les montres brillantes. Ses yeux étaient gentils, calmes, observateurs. « Je connais cette chanson », dit-il doucement. « Ma grand-mère la chantait. Vous l'avez fait sonner. Sincère. » Amélie sourit, timidement. « Juste quelque chose de l'église. » Il acquiesça. « Avez-vous déjà chanté pour de vrai ?» Elle hésita. « Je jouais du piano, il y a un moment. » « Mais ça devait être quelque chose, » dit-il, non pas comme un compliment, mais comme une vérité tranquille. Il ne demanda pas pourquoi elle avait arrêté. Il plongea simplement la main dans son manteau et en sortit un billet de 20 €, le pliant autour d'un bout de papier. « Continuez à chanter, » dit-il. « Ne laissez pas cet endroit réduire votre âme au silence. » Quand il partit, elle ouvrit le mot. Il disait « Le monde a besoin de votre son. » Même s'il ne le sait pas encore. Elle le fixa longuement. Cette nuit-là, après son service, elle rentra chez elle en silence. Les mots résonnaient dans sa tête, plus fort que tout ce qu'elle avait entendu depuis des mois. Elle fouilla dans une boîte de son placard, vieux journaux intimes, programmes de concert, photos du conservatoire. Au fond, enveloppée dans un pull, se trouvait une clé USB. Dessus, il y avait des enregistrements d'elle jouant. Des morceaux qu'elle n'avait pas écoutés depuis plus d'1 an. Elle la brancha sur le vieil ordinateur portable de sa mère, et voilà son son. Plein d'erreurs peut-être, mais réel, plein de souffle, plein d'elle. Elle pleura en écoutant, non pas par regret, mais parce que pour la première fois depuis si longtemps, elle se souvint de qui elle était. Le lendemain matin, elle prit le chemin le plus long pour aller au travail, passant devant l'église où elle avait appris à jouer pour la première fois. Les portes étaient verrouillées, mais elle jeta un coup d'œil par la fenêtre. Le piano était toujours là, poussiéreux, silencieux, mais attendant. Quelque chose en elle changea. Elle ne savait pas comment, ni quand, ni si cela aurait même de l'importance. Mais elle se fit une promesse. Elle rejouerait. Même si personne n'écoutait, même si cela la brisait, parce que le silence était devenu une prison. Et la musique était sa seule issue. Amélie commença petit. Tard dans la nuit, quand le dernier client était parti et que les lumières de la cuisine s'étaient tamisées, elle demandait au plongeur, Marc, de laisser la porte de la salle à manger ouverte un peu plus longtemps. Le somptueux avait un piano à queue, purement décoratif, bien sûr. Personne ne le touchait jamais. Il trônait contre le mur comme un accessoire sur une scène de théâtre, attendant une scène qui ne venait jamais. Une nuit, Amélie épousseta les touches et s'assit, le cœur battant comme un tambour. Elle ne joua rien d'extraordinaire, juste une simple mélodie, lente, douce, juste assez pour se souvenir de ce que ses doigts pouvaient encore faire. Le son résonna dans le restaurant vide, fragile et honnête. Cette première nuit, elle joua pendant 10 minutes. La nuit suivante, 20. Puis elle commença à s'enregistrer. Pas pour quelqu'un, juste pour se réécouter. Pour étudier le tremblement de sa main gauche, l'incertitude de son rythme. Elle savait qu'elle n'était plus celle qu'elle avait été, mais elle n'était pas perdue non plus. Bientôt, ce devint une routine. Après la fermeture, elle essuyait les tables, enfilait un sweat à capuche et retournait au piano. Elle apportait des partitions de chez elle, téléchargeait de nouveaux morceaux sur son téléphone et commença à reconstruire ce qu'elle avait enfoui. Puis une nuit, elle fit quelque chose de courageux. Elle téléchargea un clip, juste 1 minute, pas de visage, juste des mains, intitulé « Inachevé ».
Elle ne le dit à personne, le publia simplement sur une nouvelle chaîne YouTube sous le nom AD Mélodie. Elle se coucha sans y penser. Le lendemain matin, il avait 12 vues. Une semaine plus tard, 47. Puis quelqu'un laissa un commentaire. « Cela a guéri quelque chose que je ne savais pas avoir besoin de guérison. » Elle fixa ces mots pendant longtemps. Il ne s'agissait pas de célébrité, ni de récupérer ce qu'elle avait perdu. Il s'agissait de renouer avec la partie d'elle-même qu'elle pensait disparue à jamais. Au travail, elle était toujours invisible, continuant à chercher du vin, à nettoyer les dégâts, à sourire malgré l'épuisement. Mais maintenant, elle avait un secret, 1 heure sacrée chaque nuit, une archive croissante de vidéos, un petit coin d'Internet où elle était plus qu'une simple serveuse. Elle était redevenue une artiste, et bien qu'elle ne l'eût pas encore dit à sa mère, Amélie savait, d'une manière ou d'une autre, qu'elle commençait à revenir à la vie. Le feu ne s'était pas éteint. Il avait juste attendu qu'elle arrête de prétendre qu'elle ne brûlait plus. Le progrès n'a jamais été linéaire. Certaines nuits, Amélie se sentait invincible. Ses doigts coulaient comme avant, sa chaîne grandissait lentement, les commentaires remplissaient sa boîte de réception de mots comme « émouvant »,« brut » et de « merci ». Mais ensuite venait le doute. Il y avait des vidéos avec à peine 10 vues. D'autres étaient critiquées, des commentaires la qualifiant de négligée, peu soignée ou essayant trop fort. Elle se disait de ne pas s'en soucier, mais les mots restaient. Une nuit, un commentaire disait « C'est pour ça que tu n'es pas dans un vrai conservatoire ». Elle resta assise pendant 1 heure à regarder l'écran, figée. Cette voix, elle ne semblait pas être celle d'un étranger. Elle ressemblait à celle du professeur Aubert, au chuchotement dans le couloir, à son propre écho intérieur disant « Tu ne seras jamais assez ». Elle ne publia rien pendant 3 semaines après cela. Et puis le pire arriva. Elle passa à l'église un matin espérant s'entraîner. La porte d'entrée était ouverte, trop ouverte. À l'intérieur, l'endroit avait été vandalisé. Des graffitis sur les murs, des vitres brisées. Le piano était en morceaux. Elle tomba à genoux à côté, ses mains tremblant alors qu'elle touchait les touches cassées, comme un ami qu'elle n'avait pas réussi à protéger. Le curé se tenait derrière elle. Ils sont entrés par effraction la nuit dernière. Ils ont pris le système de sonorisation. Tout fracassé le reste. Amélie ne pouvait pas parler. Ce piano avait été son commencement, son sanctuaire. Maintenant, ce n'était qu'une autre chose dans sa vie réduite au silence. Elle rentra lentement chez elle, les mains dans les poches, la mâchoire serrée. Peut-être que c'était la façon du monde de lui dire d'arrêter d'essayer. Peut-être que la musique n'était plus à elle. Cette nuit-là, elle ne joua pas, n'enregistra pas, n'écouta pas. Elle s'assit simplement près de la fenêtre, regardant les lumières de la ville et se demandant si elles observaient le rêve de quelqu'un d'autre se réaliser. Mais le lendemain matin, elle retrouva le mot, celui de Monsieur Petit, toujours plié dans son portefeuille. Le monde a besoin de votre son, même s'il ne le sait pas encore. Elle se chuchota ces mots comme une prière. Et puis elle se souvint de quelque chose. Elle n'avait pas besoin d'un piano à queue. Elle avait besoin de vérité. Alors elle emprunta un vieux clavier MIDI à un ami, répara les touches cassées avec du ruban adhésif et le posa sur la table de sa cuisine. Le son était métallique, imparfait, mais c'était le sien. Elle enregistra une nouvelle vidéo cette nuit-là. L'appela « Toujours là », pas d'intro, pas de montage, juste une fille brisée jouant sur des touches brisées avec une voix qui refusait de se taire. Et d'une manière ou d'une autre, cette vidéo trouva des gens qui savaient ce que signifiait perdre quelque chose, et qui choisissaient quand même de chanter. C'était censé être juste un autre vendredi soir. Amélie pointa, noua son tablier, et commença un autre long service au somptueux. La soirée était animée. Rire, tintement d'argenterie, verre rempli et re-rempli. Rien d'inhabituel, jusqu'à ce qu'il entre. Antoine Blanchard, elle le reconnut immédiatement. Le sourire narquois, l'air suffisant, la façon dont il regardait autour de lui, comme si l'endroit lui appartenait. Il fut installé à la table 7, un emplacement de choix dans la salle à manger. Un petit groupe l'entourait, d'autres hommes en costume,
2 femmes en robe de cocktail, et la tension indubitable qui accompagnait la richesse et l'ennui. Amélie évita sa table, laissant Marc s'occuper de la première tournée de boissons. Mais quand vint le dessert, elle n'eut pas le choix. Elle s'approcha avec un sourire poli. Antoine leva les yeux, les plissant. « Hé !» dit-il en claquant des doigts. « C'est vous qui fredonnez. » Son estomac se noua. « Vous chantez, n'est-ce pas? Vous jouez aussi ?» Elle hésita. « Autrefois. »« Vous l'avez toujours ?» Elle ouvrit la bouche, incertaine de ce qu'il fallait dire, mais il continua. « Il y a un piano juste là. Allez, voyons ça. Juste un petit quelque chose. On s'ennuie. » Les autres ricanèrent. Ce n'était pas une demande. C'était un ordre de représentation. Elle regarda le gérant. Il observait, incertain. Elle regarda autour du restaurant des visages curieux, à moitié intéressés, attendant. Et pendant un instant, elle songea à dire non, à sortir. Mais ensuite, elle vit autre chose, une jeune serveuse qui la regardait avec de grands yeux. Un commis de débarrassage, peut-être 16 ans, qui avait l'air de n'avoir jamais vu quelqu'un comme lui frôler quelque chose de plus. Alors elle se dirigea vers le piano. Ses mains tremblaient. Elle s'assit, sentant le poids d'une centaine d'échecs sur ses épaules. La salle se calma. Elle posa ses doigts sur les touches et joua, pas pour prouver quoi que ce soit, pas pour eux. Elle commença par un morceau classique, quelque chose de doux, de familier. Mais ensuite elle fit une transition, le mêlant à du gospel, du jazz, quelque chose de plus profond. Quelque chose qui sonnait comme les rues de Paris, les claviers cassés, les salles de répétition tardives, et une fille qui avait appris à trouver la beauté dans la douleur. La salle tomba dans un silence complet. Antoine se renversa en arrière, son sourire narquois s'effaçant lentement. Même les serveurs s'arrêtèrent de bouger. Quand elle eut fini, il n'y eut pas d'applaudissements immédiats, juste un silence stupéfait. Puis, une vague lente et montante d'applaudissements s'élevant comme une marée. Quelqu'un se leva, puis un autre. Et puis le son emplit la pièce. Elle se leva, à bout de souffle, incertaine de ce qui venait de se passer. Alors qu'elle se tournait pour repartir, un homme s'approcha d'elle, grand la quarantaine, portant une simple veste noire. « Je suis Jean-Luc Martin », dit-il en lui tendant la main. « Je dirige un petit label en ville. Je cherchais quelqu'un comme vous. » Amélie cligna des yeux. « Comme moi ? Quelqu'un qui ne se contente pas de jouer de la musique, dit-il. Quelqu'un qui est musique. » Il lui tendit une carte. « Si vous êtes sérieuse, appelez-moi. Ce que vous venez de faire, ce n'était pas une performance. C'était une résurrection. » Elle regarda la carte, le cœur battant. Antoine Blanchard était assis dans un silence stupéfait, sirotant sa boisson, le sourire narquois disparu depuis longtemps. La nuit continua, mais Amélie sentit quelque chose de différent dans l'air. Pas la victoire, pas la vengeance, la liberté. Elle avait pris la scène même destinée à l'humilier, et l'avait transformée en la sienne. Et cette fois, les applaudissements n'étaient pas pour quelqu'un dont on attendait le succès. Ils étaient pour quelqu'un qui n'aurait jamais dû survivre, mais qui l'avait fait. Amélie ne devint pas une sensation virale du jour au lendemain. Il n'y eut pas de gros titres, pas de gloire instantanée, pas d'explosion de followers. Ce qui se passa fut plus silencieux, plus profond. Cette performance au somptueux ne changea pas le monde, mais elle la changea. Pour la première fois, elle se vit avec des yeux différents, pas comme quelqu'un qui avait échoué au conservatoire, pas comme une serveuse qui avait laissé son rêve lui filer entre les doigts, mais comme une femme qui refusait de laisser le silence la définir. Elle commença à jouer plus, à enregistrer plus, à dire oui à de petits concerts, à des centres communautaires, et même à une place le dimanche dans la même église où tout avait commencé. Sa chaîne, toujours modeste, grandit lentement, mais les commentaires prirent plus de sens. « J'ai regardé ça après avoir perdu mon emploi. Merci. Ça m'a fait pleurer. Je ne savais pas pourquoi j'en avais besoin. J'avais presque abandonné, mais tu m'as rappelé de ne pas le faire. » Amélie apprit quelque chose qu'elle aurait aimé que quelqu'un lui dise des années plus tôt. Le succès n'est pas toujours bruyant. Il ne porte pas toujours de smoking, ni ne parle avec raffinement. Parfois, il arrive discrètement, dans des voix brisées, des touches cassées et des secondes chances. Parfois, il se montre après que la foule est déjà partie. Et tout ce qui reste est la vérité. Et la vérité,
Elle trouve toujours un moyen de se faire entendre. 2 ans plus tard, Amélie Dubois ne portait plus de tablier. Elle travaillait toujours dur, peut-être plus dur que jamais, mais maintenant son travail avait un but. Elle enseignait la musique dans un centre de jeunes du même côté de Paris où elle avait grandi. Chaque jeudi après-midi, une salle pleine d'enfants aux yeux écarquillés se pressait autour d'elle, certains avec un réel talent, d'autres cherchant simplement quelqu'un pour croire en eux. Elle ne refusait jamais personne. Avec l'aide de Jean-Luc Martin et d'une petite subvention, elle lança Clés pour changer, une initiative communautaire offrant des cours de musique gratuits et des instruments remis à neuf aux enfants des quartiers défavorisés. Sa chaîne YouTube, AD Mélodie, dépassa les 100 000 abonnés. Non pas parce qu'elle courait après les vues, mais parce que les gens couraient après sa vérité. Chaque vidéo était brute, non filtrée et réelle. Pas de maquillage, pas d'éclairage sophistiqué. Juste une femme et son piano, racontant les histoires que personne d'autre ne raconterait. Elle passait encore parfois devant Le Somptueux. Il finit par fermer, remplacé par un café avec terrasse et des lattes hors de prix. Le nom d'Antoine Blanchard s'était estompé de la scène des affaires, perdu dans les scandales et les procès. Mais Amélie, elle ne s'estompa jamais. Elle était devenue un symbole, non pas de vengeance, mais de restauration, de ce qui arrive quand on refuse d'être défini par le silence de quelqu'un d'autre. Combien de fois avez-vous été sous-estimé? Dans combien de pièces êtes-vous entré où les gens avaient déjà décidé qui vous étiez avant que vous ne disiez un seul mot? Amélie Dubois n'aurait jamais dû être plus qu'une serveuse, du moins pas aux yeux de ceux qui la jugeaient sur son uniforme, sa peau, son silence. Mais au moment où elle s'assit à ce piano, elle brisa toutes les attentes. Et maintenant, nous voulons vous entendre. Avez-vous déjà été réduit au silence, moqué, ou vous a-t-on dit que vous n'étiez pas suffisant? Qu'avez-vous fait lorsque le monde a tenté de définir votre valeur? Partagez votre histoire dans les commentaires. Racontez-nous ce que vous avez surmonté ou ce pourquoi vous vous battez encore pour vous élever. Parce que quelqu'un, quelque part, pourrait avoir besoin de votre voix, autant qu'Amélie avait besoin de la sienne. Si cette histoire vous a ému, ne la gardez pas pour vous. Aimez, abonnez-vous et envoyez-la à quelqu'un qui a besoin de se souvenir. Votre voix compte, même si personne n'écoute encore. Et toujours, souvenez-vous de ceci. Parfois, ceux qu'ils essaient d'humilier sont ceux que le monde n'oubliera jamais.